Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Quand tu écouteras cette chanson. Entretien avec l'écrivaine Lola Lafont, animé par Chloé Cambrelin et enregistré en public en mai 2023 au Mucem à Marseille lors de la 7e édition du festival Oh les beaux jours. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bonjour Lola Lafont. Bonjour. Merci d'être ici avec nous pour échanger autour de ce livre Quand tu écouteras cette chanson, livre publié dans la collection Ma nuit au musée des éditions Stock. Vous avez choisi, lorsque ce projet vous a été proposé, d'aller passer une nuit à Amsterdam, au musée Anne Frank, à la maison Anne Frank, dans l'annexe, c'est-à-dire dans cet espace d'une 40aine de mètres carrés où ont vécu cachés durant 25 mois, entre le 6 juillet 1942 et le 4 août 1944, 8 personnes, dont Anne Frank, qui avait, quand elle y est entrée, 13 ans, ses parents et sa sœur Margot. Nous allons bien sûr parler de l'importance de ce livre, de ce qu'il y a dans ce livre, mais j'aimerais que l'on commence par parler de la réception de cet ouvrage. Votre nuit dans l'annexe, c'était le 18 août 2021. Votre livre a été publié en août 2022. Et près d'un an après, pas encore tout à fait, il continue, je crois, à susciter beaucoup de réactions, beaucoup de retours de lecteurs et de lectrices. Vous en avez toujours, Lola Lafont, des retours de lecteurs et de lectrices à la sortie de vos ouvrages, mais j'ai cru comprendre que là, c'était un peu différent. Oui. Bonjour à toutes et tous. Oui, les retours sont un peu différents. C'est un petit peu... il y a quelque chose qui se décline en fait sous plusieurs modes dans les retours. Il y a les rencontres en librairie ou comme ici, où le moment des dédicaces devient un espace très intime, où c'est là qu'on parle du livre. Alors les dédicaces sont très très longues dans un beau sens. Je l'ai déjà dit, mais je voudrais quand même insister sur quelque chose qui me touche beaucoup. Les personnes qui l'ont lu et qui viennent me voir ne me ressemblent pas. Et c'est très important pour moi. Ça veut dire qu'elles n'ont pas la même famille, que ce ne sont pas obligatoirement des personnes qui ont une famille juive ashkénaze, et que ça c'est quelque chose qui m'est très précieux. Ça n'est pas un livre miroir. D'une certaine façon, ce que les lectrices et les lecteurs reconnaissent, je ne le saurai jamais, parce que c'est ça qui est... je peux pas dire pourquoi on se fait un lien là comme ça, mais on parle de beaucoup de choses. On parle d'absence, on parle de mort, on parle de l'importance de l'écriture, on parle d'écriture aussi, on parle des textes qu'on a lus et qui sont importants pour nous, des textes qui nous constituent. On parle de plein de choses. Alors ça, c'est le côté rencontre physique. Je reçois des lettres manuscrites. Ça, c'est très inédit. Parce que via Instagram, je reçois plein de messages. Ça, c'est habituel. Voilà. Avant-hier, je suis rentrée d'une rencontre à Mulhouse. J'ai reçu une lettre, au moins 3 pages, qui m'a émue terriblement. Il n'y a pas d'adresse. Je reçois des lettres sans adresse. Ça veut dire qu'elles n'appellent pas une réponse. Ce que je trouve extrêmement généreux. Extrêmement généreux. Alors ça, c'est beau, mais je voulais aussi vous parler de ce qui est moins beau. Parce que ça c'est quelque chose qui va comme ça. Maintenant que le livre est très lu, je reçois des messages de haine. Ces dernières semaines, j'ai reçu des photomontages avec Anne Frank qui sont horribles. Et j'en reçois suffisamment pour ne plus regarder ma messagerie Twitter, par exemple. Voilà, je voulais quand même en parler. Et on y reviendra parce qu'il y a ça, et il y a ça aussi autour d'Anne Frank. Exactement. Évidemment. Donc on va en parler. Je m'arrête juste là parmi tout ce que vous avez dit sur les lettres manuscrites, sur le fait qu'on vous parle d'écriture aussi quand vous discutez ensuite avec les lecteurs et lectrices. Et c'est vrai que ce livre parle d'une jeune fille qui écrivait pour être lue, et nous allons en parler de ça aussi évidemment. Mais aussi, ce livre est un livre sur ce qu'écrire veut dire, sur ce qu'est l'écriture. Il y a beaucoup ça dans ce livre aussi, non ?
Oui, absolument. J'ai l'impression d'avoir d'une certaine façon toujours écrit sur l'écriture et que dans chacun de mes romans, finalement, il y avait la question des mots. Parce que dès mon premier roman, j'ai choisi de redéfinir des mots de façon subjective. Il y avait une sorte, dans Une fièvre impossible à négocier, de dictionnaire qui redéfinissait les mots autour des procès pour viol, autour de ce que c'était d'être une victime, etc. Et puis là, le sujet, il est devenu frontal. C'est-à-dire, pourquoi on écrit, pourquoi on passe du temps, pourquoi on choisit à un moment donné de s'extraire, parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça, de s'extraire de la conversation, de la rencontre, pour en faire d'autres, des rencontres. Et pourquoi, pour faire ces rencontres, on passe par quelque chose un peu en biais, le récit, le texte, voilà. Donc oui, ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens écrivent aussi, pas que moi. Pas que vous, mais aussi vous. Et c'est vrai que évidemment, on sait l'importance des mots et de l'écriture pour vous, Lola Lafont, et dans vos ouvrages. Mais là, ce qui est un peu singulier, c'est qu'en fait, tout au long du récit, vous écrivez. Quelque part, on vous voit écrire le livre qu'on est en train de lire. Et ça, c'est intéressant et c'est un peu nouveau. C'est-à-dire que vous avez un carnet, vous avez des cahiers, vous écrivez pendant qu'on vous lit, ou vous dites, ah bah ça, il faudra que je le note après. Donc, on vous voit à l'œuvre quelque part. C'est un livre aussi sur un livre en train de s'écrire. Oui, parce que finalement, c'est une expérience physique à la base de ce récit. La proposition de passer une nuit dans un musée seul, et puis après d'écrire. Finalement, c'est quelque chose qui peut sembler assez contradictoire, parce que est-ce qu'on aurait absolument quelque chose à dire de plus parce qu'on passe une nuit quelque part? Donc, c'est une question que je me suis posée et qui a été physiquement importante, c'est-à-dire que pendant la nuit, dans l'annexe, j'ai commencé par écrire. J'ai commencé par noter tout ce que je voyais et que je me suis rendu compte à ce moment-là que l'écriture, c'était une protection aussi. Parce que tant que j'écrivais dans la nuit comme ça, eh ben, je n'étais pas complètement en phase, même si j'étais très, très pointilleuse sur tout ce que je voyais, j'étais pas obligée de me confronter au vide, par exemple, de l'endroit. Donc l'écriture, ça commence par être un petit peu une protection. Et puis, moi, j'ai toujours l'impression qu'écrire, c'est une plongée. Et qu'à un moment donné, il faut plonger. Et ça a été après. Écrire n'est pas tout à fait un choix, c'est un aveu d'impuissance. On écrit parce qu'on ne sait pas par quel autre biais attraper le réel. Vivre sans l'écriture me va mal, comme un habit trop large dans lequel je m'empêtre. Il faut parfois rétrécir l'espace pour en entendre l'écho. Pourquoi écrit-on ? Peut-être est-il possible de répondre par la négative. Ne pas écrire met à vif toutes les failles. Alors on écrit. C'est ce que vous écrivez. Et il y en a plein d'autres, des passages comme ça sur l'écriture. Alors, des échanges effectivement avec des lecteurs et des lectrices, vous en avez toujours. Vous avez aussi reçu des prix. Et celui-ci, on peut le noter, a reçu le prix décembre 2022 et le prix Les Inrecuptibles. Dans votre premier roman que vous avez cité, Une fièvre impossible à négocier, rappelons voilà qu'il était publié en 2003. Il y en a eu d'autres, bien sûr. On peut citer ceux de la dernière décennie, La petite communiste qui ne souriait jamais, Merci Mary Patty et Chaviré, qui ont eu aussi beaucoup de succès. Des romans qui s'intéressent à des jeunes filles, à des adolescentes, à ce que l'on projette sur elles, à la manière dont on peut les déposséder de leur propre voix. C'est ce qui aurait pu vous intéresser avec Anne Frank, et ça vous a intéressé d'ailleurs, mais il n'y a pas que cela. Et lorsque le directeur du musée, Ronald Léopold, vous demande ce qu'elle représente pour vous, Anne Frank, parce que vous échangez avec lui, il doit donner son autorisation aussi pour que vous veniez, lorsqu'il vous demande ce qu'elle représente pour vous, en fait, vous dites que vous ne savez pas trop quoi lui répondre et que vous pourriez justement lui dire oui, je travaille sur les adolescentes et sur... mais en fait vous ne savez pas quoi lui répondre, si ce n'est que vous savez que vous devez écrire ce livre en fait. Et finalement le pourquoi vous allez le découvrir au fur et à mesure. Oui, vraiment c'est ça, c'est pas une posture. Vraiment c'est. Alors ça m'a embêté d'écrire ça parce que j'avais vraiment peur de passer pour une mystique ou quelque chose de j'ai vu le sujet, etc. C'est pas ça en fait, parce que je ne crois pas que ça soit ça. Moi je pense que je crois pas beaucoup au sujet
en fait. Je m'intéresse aux formes romanesques. Je ne me dis jamais, tiens, je vais écrire là-dessus ou un truc comme ça. Je me dis, c'est un peu nébuleux quand je veux écrire quelque chose et il faut que je me fasse confiance, il faut que je continue à avancer au risque de tomber dans le en dehors de la route totalement. Et là, je ne me suis pas dit, tiens, je vais écrire sur Anne Frank. Parce que ça aurait été une entreprise vraiment, à mon avis, folle, vu le nombre de livres qui existent sur Anne Frank, les films, les séries, C'est pas forcément ce que vous aviez envie de faire, en fait. Non, ça n'était pas ce que je voulais faire. Je savais, d'une façon aussi qui n'était pas complètement claire, que je devais écrire sur la judaïté. Je devais, parce que je ne le faisais pas. Donc, il me semble que quand on écrit depuis longtemps, ce qu'on évite de soi-même doit trouver une place quelque part dans l'écriture. Et s'il y avait quelque chose qui était un évitement, moi, peut-être je manque de courage dans la vie, mais mon courage est rassemblé dans mon activité. Il est très rassemblé là. Donc, c'est vrai qu'au milieu de la nuit, quand je n'ai pas hésité du tout, j'ai pensé maison Anne Frank. Donc, ça n'était pas complètement pensé Anne Frank, c'était le lieu. C'était le lieu où une œuvre s'est faite, la sienne. Un lieu aussi qui est d'une très grande ambiguïté, puisque c'est à la fois un refuge, une prison, et puis un piège, puisque c'est là qu'ils se font arrêter. Donc c'est un lieu extrêmement versatile. Et puis vraiment, il y a ce lieu qui est... C'est un peu ce qu'il y a de concentré dans ce lieu, c'est aussi la situation de l'adolescence. Parce que... je n'y avais pas pensé avant du tout, mais elle n'a jamais été sans adulte. Entre 14 et 16 ans, si on considère que c'est ça son adolescence, il n'y a pas un moment où il n'y a pas un regard d'adulte sur elle. C'est impossible. Donc en fait, il faut grandir sous cette autorité-là. Vous parlez de l'adolescente qu'elle a été, vous parlez de l'autrice qu'elle a été. Et donc, on y arrive, vous avez prononcé le mot « œuvre ». Cet entretien que vous avez, cet échange que vous avez avec le directeur du musée, il en entraîne un autre, avec une dame dont j'aimerais que vous nous parliez un peu d'elle et puis de ce qu'elle vous a dit. Parce qu'en fait, ce récit, c'est votre nuit dans l'annexe, mais votre nuit dans l'annexe, elle démarre avant votre nuit dans l'annexe, quelque part. Et donc, cette dame, elle s'appelle Laurine Nussbaum. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle, qui a été très importante dans l'écriture de ce livre, je crois, et nous parler d'elle et de ce qu'elle vous a dit? Oui, je l'ai rencontrée 6 mois avant, en fait. Donc, au moment où j'ai commencé à lire, à rassembler un petit peu, comme je fais d'habitude, les choses qui m'intéressaient, et avant de pouvoir y aller, parce qu'il y avait le 2e confinement en France, le 2e confinement aux Pays-Bas, donc c'était compliqué de trouver un moment. Et par l'intermédiaire de Ronald Léopold, le directeur, j'ai rencontré celle qui était à l'époque l'avant-dernière personne en vie à avoir connu les sœurs Frank. Aujourd'hui, elle est la dernière. Cette dame est une ancienne professeure de lettres à la retraite. Elle habite à Seattle. Elle a cette particularité donc d'avoir été la voisine des Frank avant qu'ils ne s'enfuient pour rentrer en clandestinité, d'avoir été l'amie de Margot Frank. Et donc il y a quelque chose où elle peut vous parler physiquement en fait des sœurs Frank, ce qui est quand même très troublant, même si historiquement c'est pas si loin. Elle est quand même une des dernières personnes à pouvoir le faire. Ce qui m'a beaucoup touchée, maintenant je m'en souviens, c'est qu'elle elle continue à appeler ma petite voisine. C'est beau. Et puis, il s'est passé quelque chose de très déterminant dans la vie de Laurine Nussbaum, c'est que dans les années 90, alors qu'elle était enseignante à Seattle, des féministes américaines sont venues la voir et lui ont dit qu'elle voulait faire un recueil de textes de littérature néerlandaise de femmes. Et elles lui ont demandé d'écrire sur Anne Frank. Et elle avoue, Laurine Nussbaum, aujourd'hui, qu'elle a été très étonnée et qu'elle s'est dit « Ah bon, ma petite voisine ?» son journal. Et qu'à partir des années 90, elle se penche sur le texte. Elle comprend que ce texte a été entièrement réécrit par Anne Frank dans l'annexe. Au moment où elle a eu le désir d'être publiée après-guerre, elle s'est dit « Mon journal, c'est un document, mais je vais le réécrire. » Parce qu'il va aller vers l'autre. Quand on écrit son journal, on ne parle qu'à soi. Mais quand on veut être publié, on ne dit pas la même chose. Pas de la même façon.
Et à partir de ce moment-là, Lorraine Nussbaum est devenue vraiment une spécialiste de cette œuvre-là. Dès notre première rencontre, j'ai vraiment eu la sensation d'être mise sur la voie, en fait, grâce à elle. C'était très déterminant. Qu'elle me parle du travail d'autrice d'Anne Frank, qu'elle me demande de ne pas utiliser le mot espoir. Ça a été un moment sidérant, en fait, d'une certaine façon. Et puis, Lorraine Nussbaum, elle est à la fois très généreuse, mais aussi, comment je pourrais dire, très sévère. et je me suis fait engueuler. Et c'était important de me faire engueuler. Parce que j'avais tout ça. Ce qui est important, c'est que j'avais plein de clichés en tête. J'étais vraiment la personne qui connaissait Anne Frank comme tout le monde connaît Anne Frank. Je l'avais lu quand j'avais 11 ans. Je me souvenais de quelques trucs, pas des choses les plus importantes. Et puis j'avais quelques idées toutes faites en tête, dont une, que les pages sur la sexualité, écrites par Anne Frank, qui ont été censurées à la sortie puis réintégrées, je pensais que c'était son père qui l'avait censuré. Quand j'ai dit ça à Madame Nussbaum, elle m'a dit n'importe quoi. C'est écrit en capital. Oui, c'était comme ça. De l'écran, j'ai vraiment reculé. Et elle m'a appris ça. Elle m'a appris que c'est Anne Frank elle-même qui les a enlevés. Et c'est pas un détail, parce que ça montre la maturité de l'autrice. Ça montre qu'à un moment donné, elle fait la différence, alors qu'elle n'a pas de lecteur. Et qu'elle ne sait pas si elle va être publiée, elle fait la différence entre ce qu'elle peut assumer dans son journal et ce dont elle n'est pas sûre qu'elle pourra l'assumer face à des lecteurs. Et c'est pour ça que c'est pas un détail, en fait. C'est un choix. Et c'est un choix d'écrivaine. Et c'est aussi pour ça que ce journal n'est pas un journal, en tout cas, il ne faudrait pas l'appeler comme ça. Ça n'est pas un journal, et c'est important parce que quand on dit journal, finalement, moi j'ai l'impression qu'on a une sensation d'effraction en le lisant. Il y a quelque chose on va lire quelque chose qui ne nous est pas destiné. C'est comme si on n'avait pas le droit de le lire. Mais en réalité, elle voulait l'appeler récit de l'annexe secrète. Et ce sont les Américains, à la publication aux États-Unis, qui l'ont appelé journal intime d'une jeune fille parce que c'était plus vendeur. Et parce que c'est le début de tout un tas de manipulations, de choix, de coupes, de comment ce récit a été effectivement malmené, c'est le mot que vous employez, et pour cause, parce que finalement, dès la sortie, alors vous revenez là-dessus, sur la manière dont, donc aux Pays-Bas, les passages sur la sexualité ont été enlevés, en Allemagne, on a enlevé tout ce qui pouvait heurter le peuple allemand, et le point d'orgue de tout ça, peut-on dire peut-être, est la manière dont Broadway et Hollywood se sont saisis de ce récit dont il fallait faire une belle histoire qui donne de l'espoir, justement, ce que ça n'est pas. Oui. Il y a ce mot qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'accueil aux États-Unis, le dévoiement et vraiment et le révisionnisme du spectacle par rapport à ce journal. C'est la prescience finalement de la productrice qui se dit ça pourrait faire un succès universel. Et le mot il est très important. Parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Ça veut dire que s'il faut que ça parle à tout le monde, il faut que nous soyons tous et toutes Anne Frank. Et si tout le monde est Anne Frank, il n'y a plus d'Anne Frank. Et ce mot, en fait, universel, va être le prétexte à un nettoyage en règle du texte, puisque les scénaristes enlèvent tout ce qui a trait à la judaïté. On remonte dans la narration les disputes avec sa mère, le fait qu'elle tombe amoureuse de Peter, le jeune homme qui habite là. Et c'est pour ça, en tout cas, que moi, je me souviens de ça. C'est-à-dire que ça m'a parlé parce que moi, je me souviens de ça. Ça veut dire que la Anne Frank qu'on a lue, avant que le texte soit vraiment, en 96, remis totalement au plus juste, en intégralité, elle est plutôt celle qui vient d'Hollywood que l'œuvre de cette jeune fille. En fait, on est un peu dans l'héritage de cette adolescente qui a des tourments. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment qu'il y a ça. Mais il y a aussi la fille qui sait ce qui se passe derrière les fenêtres, même si elles sont calfeutrées, qui sait que
juifs raflés dans les rues d'Amsterdam sont déportés. Elle le sait. Elle écrit, par exemple, le 9 octobre 1942, « Nos nombreux amis et connaissances juifs sont emmenés par groupes entiers. On les transporte à Wetersborg dans des wagons à bestiaux. Nous supposons que la plupart se font massacrer. La radio anglaise parle d'asphyxie par le gaz. » Elle est, et vous l'écrivez aussi, ça, Lola Lafont, elle est, avec ce genre d'extrait, celle qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et c'est ce qui, semble-t-il, embête autant de monde. Alors c'est ce qui ne va pas très bien à ceux qui veulent raconter une belle histoire. Et puis c'est ce qui ne va pas du tout aux négationnistes qui... alors vous avez cité les réactions d'aujourd'hui. Là c'est pareil, dans le livre en fait, vous vous rappelez à quel point elle est aimée, Anne Frank, mais aussi à quel point elle est détestée, elle est haïe. Et en même temps vous ne voulez pas leur faire trop de place, mais vous voulez en parler quand même, parce qu'on peut pas non plus... mettre ça de côté, évidemment. Oui, c'est vrai que c'était... j'ai eu la sensation pendant l'écriture, ça aussi, que chaque écriture, de toute façon, c'est une histoire de... Je sais plus comment on dit, c'est les petites pesées du Moyen-Âge, là, vous savez, les trucs très très précis. Il faut tout peser quand on écrit. Hein. Là, le cœur du récit, d'une certaine façon, c'était Anne Frank. Donc, il y a beaucoup de digressions dans le récit, parce que c'est une nuit avec moi d'une certaine façon, et que on passe par toutes les pensées que j'ai eues, mais si j'allais trop loin dans une digression, je sentais qu'on la perdait. Donc il fallait peser toutes ces digressions. Les négationnistes, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, j'ai vraiment pas envie d'écrire leur nom, parce que c'est une redite, c'est toujours les mêmes arguments, c'est toujours le même truc, mais il faut en parler, parce que et puis aujourd'hui, je suis contente. C'est un mot qui ne va pas très bien, mais je pense que c'est bien d'en avoir parlé, parce que il y a 2 mois, 1 mois et demi, je suis allée à Amsterdam pour la sortie du livre là-bas, en version néerlandaise. Et à la date présumée de la mort d'Anne Frank, pendant la nuit, des révisionnistes ont projeté sur la façade de la maison Anne Frank un texte négationniste pendant un quart d'heure. Donc c'est aujourd'hui. Donc je n'écris pas le nom de tous ceux qui, à la sortie, ont immédiatement crié que c'était un faux, qu'ils avaient des preuves, etc. Mais ça continue, en fait. Vous n'écrivez pas leur nom parce que de toute façon ils sont interchangeables, oui, comme vous le notez. Alors, ce journal n'est pas ce que l'on croit majoritairement qu'il est, et cette nuit ne sera pas ce que vous pensiez qu'elle serait. Au début du livre, vous écrivez « La nuit, je me la figurais semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank. Je me préparais à être au diapason du vide, à la recevoir. Je me suis trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets. Au cœur de l'annexe, une urgence se tenait tapie encore à retrouver. » Ce mot, reflet, il est important, Lola Lafont, je crois. Reflet, pas parallèle, c'est différent. Que pouvez-vous nous dire de cette différence ? Je crois que chaque roman entraîne des peurs, des angoisses pendant qu'on les écrit. Il y a des pièges. J'avais conscience que c'était un sujet très casse-gueule, à vrai dire. Et il y a une chose qui ne m'a pas quittée comme peur, c'était la possibilité d'être obscène. C'était vraiment quelque chose qui m'obsédait tous les jours. Comment on fait ? Est-ce que j'ai le droit de passer la nuit là-bas ? De quelle façon ? Est-ce que j'ai le droit d'entrer dans sa chambre ou pas ? Comment écrire sur elle et pas pour elle ? Jamais, jamais, jamais. Ne jamais présupposer que ne jamais penser ni la faire revivre. Ça, c'est vraiment impossible. Tout ça, c'était vraiment très présent. Est-ce que je suis légitime, etc., etc. Donc j'étais vraiment occupée par ça en permanence. Il m'a semblé que il ne fallait jamais faire de parallèle avec Anne Frank. C'est-à-dire que non, nous n'avons aucun rapport. Ce n'est pas parce que j'écris, ce n'est pas parce que je suis juive que je peux dire j'ai une certaine parallèle avec Anne Frank. Ce n'est pas parce que nos familles ont malheureusement subi le même sort. Même là, je pense que ça ne suffirait pas. Mais néanmoins, c'est une affaire de reflet. C'est-à-dire qu'elle est un reflet de beaucoup de choses que je connais. C'est comme ça que j'ai avancé.
Et on sent effectivement à quel point tout ça a été cette rigueur finalement quelque part, cette éthique, je sais pas comment on peut dire ça, mais vous l'avez eu en tête tout le long. Ça revient aussi à éviter les écueils justement pointés par à la fois le directeur du musée qui vous avait parlé de l'identification, qu'il y a plein de gens qui viennent au musée qui s'identifient, qui veulent plus sortir de la chambre parce qu'ils pensent qu'elles, enfin en l'occurrence sont Anne Frank, Laurine Nussbaum qui vous avait mis en garde aussi contre la tentation de l'universel, du symbole, etc. Et cette question du reflet, elle est visible presque physiquement dans le livre, c'est-à-dire que dans sa construction, c'est des reflets entre différents passages. Il y a jamais de mélange en fait. Vous choisissez, quand vous parlez de vous parlez de vous, quand vous parlez d'elle, vous parlez d'elle, quoi. Vous faites très attention à ça, effectivement, et ça se voit même, encore une fois, dans la construction du livre. Alors, il y a beaucoup de questions dans ce livre, et vous venez là, juste avant d'en poser de nouveau, mais beaucoup de questions, beaucoup de doutes, et c'est de la place que vous leur faites à ces doutes, en fait, que naît le récit. Alors, effectivement, au début, vous vous demandez comment l'appeler Anne ou Anne Frank? Comment appeler son œuvre, journal ou autre chose? Pourquoi écrire? On en a parlé. Mais aussi, suis-je celle qui doit écrire ce livre? Et même, comment pourrais-je écrire ce que j'évite avec tant de constance? Et vous en parliez tout à l'heure. Cette question-là, cette dernière question, comment pourrais-je écrire ce que j'évite avec tant de constance? Arrive un récit, qui est donc un récit personnel, l'histoire de votre famille, en grande partie décimée par la Shoah, l'histoire des rescapés aussi, de vos grands-parents maternels, donc elle qui venait de Pologne, lui de Russie, l'histoire de vos grands-oncles, de votre mère, qui petite fille a vécu cachée, qui savait à 4 ans, je vous cite, qu'être juive était une condamnation à mort. Vous racontez les arbres généalogiques arrachés. Et ce récit, effectivement, sous votre plume, il est nouveau. Il arrive dans ce livre, il arrive dans cette nuit, en fait. C'est une question. Oui, c'est une ouverture. Non, parce que je vous écoute et vous avez raison. Non, mais parce que, là encore, c'est ce qui m'intéresse, pardon. La question est, en fait, c'est parce que vous vous posez ces questions, parce que vous avez ces doutes et que vous les écoutez et que vous leur faites une place, qu'autre chose arrive. Oui, c'est vrai. Oui, c'est compliqué parce que je réalise que même dans les rencontres que je fais autour de ce livre, je parle très peu de cet aspect-là. C'est vous dire que le problème n'est pas résolu. En fait, je pense que un des reflets du lieu, l'annexe, c'est le vide. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça physiquement. C'est-à-dire que je n'avais pas visité sur le site, je n'avais pas fait la visite virtuelle du musée. Et donc, je ne m'attendais pas à trouver un lieu dépouillé. Et je ne m'attendais pas à être devant la volonté posthume d'Otto Frank, puisque c'est le père qui a voulu que l'endroit soit vide comme ça, si on devait le visiter. Ce vide-là, il m'a renvoyé à beaucoup de choses, que je ne vais pas détailler, parce que déjà, vous en avez très bien parlé, mais il m'a renvoyé à une question qui aujourd'hui est importante pour moi, enfin, à ce moment-là de ma vie. Oui, je viens d'une famille où je pourrais, si je commence à compter, on va dire 90% du côté maternel a péri dans les camps de la mort. Donc, ça veut dire pas de traces, pas de sépulture, pas de retour possible, quelque chose de l'absence, comme il faut naître de ça. Donc ma question, celle qui vraiment m'a occupée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, qui soit vivant? Qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut faire que quelque chose de la cendre, de la mort, qui n'a pas de nom, qui n'a pas rien, donne naissance à quelque chose de vivant, qui pour moi est l'écriture. Et je suis une très grande admiratrice de Georges Perec, mais on n'est pas de la même génération. Lui, c'est la 2e génération après la Shoah. Et c'est aussi très important parce que je ne peux pas usurper des places. C'est-à-dire que je ne peux pas prétendre avoir compris ce qu'ont vécu mes grands-parents, directement impactés. Je ne peux pas non plus me mettre à la place de la 2e génération qui est celle de ma mère. Là aussi, avec une enfance
impactée, totalement traumatisée. Donc je suis la 3e génération et je dois en faire quelque chose de tout ça parce que je peux écrire, je peux dire oui. À la table familiale, il y avait un grand-oncle et je voyais le matricule sur son poignet et il était muet. Ça veut dire que je ne me rappelle même pas du son de sa voix. Et ça, je dois l'écrire. C'est-à-dire que c'est ma génération qui doit continuer à l'écrire et aussi qui peut-être doit fabriquer de tout ça un récit, un autre récit. Il faut continuer à faire des récits. J'ai pas dit fiction, hein. On a bien entendu. Vous n'avez pas dit fiction et pour cause, parce que vous expliquez aussi que pendant toute l'adolescence et même après, vous êtes celle, je cite, qui a détourné le regard, parce que cette histoire, quelque part, vous l'aviez en vous, mais vous aviez à ce moment-là une envie presque de normalité, voilà. Et puis que vous étiez celle pour qui la romantisation de l'Holocauste est insupportable. Donc évidemment pas fiction, donc évidemment aussi attention avec Anne Frank, parce que c'est ce qui arrivait avec Anne Frank en partie quand même, une forme de romantisation. Oui, c'est troublant d'ailleurs parce que c'est un personnage, c'est une icône et là c'est compliqué une icône parce que vraiment l'icône c'est vraiment l'image qui écrase l'œuvre. Alors quand vous rajoutez à ça que c'est une jeune fille, c'est une double façon. On retient rarement les œuvres écrites par les jeunes filles, hein. C'est assez rare. Donc cette image, ce récit d'elle qui vraiment écarte tellement de choses, dont parfois sa lucidité. Il faut quand même ce passage dont je me souvenais pas du tout, où elle parle de la guerre, de l'appétence de guerre des hommes, où elle dit que finalement, s'il n'y avait que les dirigeants des pays qui voulaient faire la guerre, il n'y en aurait plus depuis longtemps. Le problème, c'est que nous, on veut faire la guerre. Et cette réflexion-là, quand elle avait quoi, 14 ans, 15 ans, quand elle a écrit ? En mai 44, voilà, on ne me fera pas croire que la guerre n'est provoquée que par les grands hommes, les gouvernants et les capitalistes. Oh non, les petites gens aiment la faire au moins autant, sinon les peuples se seraient révoltés contre elle depuis longtemps. Il y a tout simplement chez les hommes un besoin de ravager, un besoin de frapper à mort, d'assassiner et de s'enivrer de violence, et tant que l'humanité entière, sans exception, n'aura pas subi une grande métamorphose, la guerre fera rage, tout ce qui a été construit, cultivé, tout ce qui s'est développé sera tranché, anéanti, pour recommencer ensuite. Ça, c'est mai 44, et vous notez de ce paragraphe qu'il est pas passé à la postérité, contrairement à d'autres extraits qu'on a préférés. Contrairement à la phrase qui est, je pense, sur toutes les statues, hein, d'Anne Frank, je crois encore à la bonté innée des hommes. Autre ambiance. Or, vous le dites aussi, ça, ce qu'on choisit de retenir, mais ça veut dire quelque chose. Mais bien sûr, c'est très important ce qu'on choisit de retenir d'un texte, d'un discours, etc. Alors évidemment, si pour nous Anne Frank reste cette jeune fille presque lissée qui croit encore à la bonté innée des hommes, c'est quasiment une autre personne qui nous dit la guerre, qui nous dit tout ce qu'elle sait, et puis qui aussi est une observatrice du couple. Je dirais, il n'y a rien qui la laisse indifférente. On a presque, enfin moi, à un moment donné, je me suis dit, mais j'aurais presque eu peur qu'elle me croise, qu'elle écrive quelque chose, parce qu'elle a cette cruauté, moi que je trouve magnifique, des adolescentes. Elle s'en fout, enfin, je veux dire, elle est là pour noter. C'est un écrivain. Pour revenir au reflet et donc à ce que ce moment suscite chez vous et cette part familiale, intime, personnelle que vous partagez dans ce livre, c'est vrai qu'on pourrait dire pourquoi maintenant. Alors, vous répondez d'une certaine manière en disant les fantômes ont tout leur temps. Et puis, on peut aussi se dire pourquoi maintenant et se rappeler, et là on revient au début de la discussion, que maintenant, ce moment-là, cette époque, c'est une époque où on voit ce qui se passe autour de nous, on voit l'extrême droite qui monte dans de nombreux pays, où on voit des rassemblements néo-nazis, où on voit ce que vous nous avez décrit à Amsterdam. Tout ça dans le moment aussi où les rescapés disparaissent. Et donc, quand il n'y a plus de témoins, il y a ce que certains historiens appellent les témoins de témoins.
Et là, on pense à votre grand-mère, Ida Goldman, qui vous avait offert quand vous étiez toute jeune fille une médaille, Anne Frank, en vous disant n'oublie pas. Là, quelque part, ce que vous faites avec ce livre, c'est ça aussi. Il y a clairement quand même quelque chose de la transmission, non? Oui, il y a quelque chose de la transmission. Alors, ce qui est très drôle, c'est que récemment, ma mère m'a détrompée. Vous voyez, tout est fiction. Elle m'a dit, mais ça, c'est pas vrai du tout. Cette médaille, ma grand-mère l'a offerte à ma mère, qui elle-même me l'a offerte. Et donc, elle voulait rétablir cette vérité. J'ai promis que je le ferai. Donc, voilà. Donc, mais en même temps, le fait que vous en ayez retenu ça, ça veut dire quelque chose aussi. Votre grand-mère qui vous dit, c'est ma mère qui me l'a offert. Il y a, oui, dans la religion juive, il y a l'obligation de ne pas oublier. C'est un drôle de truc de se fixer comme mission de ne pas oublier, parce que il faut que ça soit quelque chose qui vous fasse avancer, qui vous, encore une fois, qui vous mette dans la vie, en vie, et pas qui vous recouvre, et pas qui vous écrase. Donc c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver. C'est un petit peu comme ce récit ou tout ce qui a trait à la Shoah, c'est-à-dire c'est un abîme. Il faut s'y pencher pour pouvoir en parler, mais il faut pas sombrer dedans. Alors, il y a cette chambre où vous avez cette chambre donc d'Anne Frank à l'intérieur de l'annexe où vous avez du mal à entrer, elle vous résiste. Vous y entrerez finalement très tard et là il y a un autre reflet qui vous y attend, si on peut dire. Vous écrivez: le vide du début de la nuit s'est mué en une brève quiétude, une parenthèse. J'étais au bord de l'abîme, mais je n'avais plus peur. Je me suis assise à même le sol de cette chambre. J'ai ouvert mon cahier et sans réfléchir, j'ai écrit un nom et un prénom, 2 syllabes. Dans la chambre désolée d'une jeune fille dont la terre entière connaissait le nom, s'est glissée la silhouette d'un jeune homme inconnu de vous. Il a 15 ans pour l'éternité. Il pose sur un photomaton que je garde rangé avec ma médaille d'Anne Frank. Alors, je ne sais pas, Lola Lafont, ce que vous avez envie de dire ou de ne pas dire de ce jeune homme qui a 15 ans pour l'éternité, car c'est très intime, c'est personnel et c'est bouleversant à lire, donc autant le lire. Mais peut-être que ce qu'il est possible d'en dire, en tout cas, c'est que dans cette absence, effectivement, dans ce musée qui est le plus vide du monde, comme vous l'écrivez, il y a eu en tout cas pour vous des présences très fortes. Oui, certaines que j'attendais. Je pensais effectivement écrire sur ma grand-mère. Je pensais, voilà, c'est des choses qui me tenaient à cœur aussi pour des raisons. Je fais une petite parenthèse. On parlait tout à l'heure d'écriture, de littérature, et je voulais vraiment que ma grand-mère soit reconnue comme ce qu'elle a été et pas été, c'est-à-dire une personne extrêmement littéraire qui ne savait pas écrire et qui ne savait pas lire parce qu'elle n'avait pas eu le temps d'apprendre. Et que être littéraire, je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a rien à voir en fait. Et c'est vrai que l'expression qu'on entend parfois chez des éditeurs qui parlent des grands lecteurs me met très mal à l'aise. C'est pas une compétition. Et je veux dire, on peut lire très peu pour moi et être un grand lecteur. Et je dois pas être très encourageante pour les profs de français qui sont là. Pardon. Mais quand même, c'est vrai. Et oui, c'est vrai que je vais pas tout raconter. Pour le jeune homme, je ne l'attendais pas vraiment, mais ça faisait quand même des années que je me disais je dois écrire cette histoire et que je ne pouvais pas imaginer lui consacrer une fiction. Je me disais non, quelqu'un qui meurt à 15 ans, qui est complètement inconnu, doit avoir son vrai nom quelque part. Il faut une sépulture, il faut quelque chose. Je reviens sur votre grand-mère. Est-ce que vous en dites du fait qu'elle était une grande lectrice, quand bien même il y a tout un passage justement sur le bon goût qui explique très bien ce que vous venez de nous dire et que effectivement pour votre grand-mère par exemple, Bernard Pivot ça a été quelqu'un de très important. Voilà. Oui.
pour plein d'autres gens aussi, mais y compris pour elle. Vous expliquez souvent, Lola Lafont, en interview, que vous écrivez et réécrivez beaucoup, que vous écrivez plusieurs versions de vos romans. Je me demandais, là, pour ce livre-là, est-ce qu'il y a eu à ce point aussi un travail d'écriture, de réécriture, ou est-ce que c'était pas pareil? Non, c'était pareil, le même délire. C'était pareil, malheureusement. Et puis ça sera pareil. J'ai renoncé. Je ne suis pas quelqu'un qui a des éclairs de génie. Si, il y a 2-3 passages comme ça où je pourrais me dire ah oui, ça tiens, je l'ai écrit rapidement. Mais non, la réécriture, c'est vraiment la base de l'écriture pour moi. Oui. Et ce livre donc dont on a dit qu'il continue à susciter beaucoup de réactions, qui voyage aussi, il est traduit, va être traduit. Peut-être que finalement ceux qui l'auront lu, liront ou reliront le journal qui n'est pas un journal autrement. Peut-être aussi qu'il reste en tête beaucoup parce qu'il suscite des reflets chez les lecteurs et lectrices. Et vous, comment vivez-vous avec lui depuis bientôt 1 an qu'il est sorti et presque 2 de votre nuit dans l'annexe? Ça, c'est une sacrée question. Comment je vis avec lui? C'est quand même un truc formidable. C'est ça. C'est là le reflet, l'écho. Je sais pas comment l'appeler. Vous savez, il y a, je sais pas, 1 mois ou 2, je suis allée à Grenoble et j'étais dans une classe de seconde et une jeune fille m'a posé une question. Elle m'a dit: est-ce que vous croyez en Dieu? J'étais très embêtée. J'ai dit bon. Et elle m'a dit: non, je vous pose la question parce que je me demande est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment Anne Frank réagira quand vous vous verrez? Ouais. Et alors j'ai dit non, je ne me suis pas posé la question. Et elle m'a dit: moi je crois qu'elle va vous prendre dans ses bras. C'est là où j'ai failli vraiment sangloter devant une classe de seconde. Je me suis dit non. Mais ça répond un peu à votre question, c'est-à-dire j'espère qu'elle a raison. Oui. Et elle vous avait bien lu parce que à la fin du livre, vous répondez à une des questions que vous aviez posées au début, parce qu'une de vos questions au début, c'est à qui appartient Anne Frank. Et à la fin, vous répondez par la négative en disant: Anne Frank n'appartient ni à son père, ni aux producteurs de films, ni même aux historiens, et certainement pas à moi. Je savais qu'il fallait cesser d'en réclamer la propriété, même si, surtout si, nous avions tous envie de la serrer dans nos bras. C'est vrai. Je viens de réaliser, mais oui, vous avez raison. Pour terminer, peut-être, vous avez parlé là des lycéens, des collégiens, où effectivement, je crois que vous avez beaucoup de choses qui viennent de ce côté. Il y a aussi des lecteurs et lectrices âgés que vous rencontrez sans doute en rencontre, mais pas seulement. Vous avez posté il y a quelques semaines, c'était il y a pas très longtemps, sur Instagram, une photo où vous êtes allé. Alors racontez-nous, dans un EHPAD, c'est ça, à Lille? Oui, je suis allée dans un EHPAD près de Lille. Juste au moment où je me disais je peux plus accepter une rencontre de plus, c'est pas possible. En fait, j'ai vraiment envie d'en parler 5 minutes si on peut. Allez-y. Ok. C'est un établissement qui a fait un prix littéraire que j'ai gagné. Et c'était j'ai pas regretté une seconde d'y aller. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mon entourage cette phrase un peu étrange, je sais, je suis tombée amoureuse là-bas d'un jésuite qui a 100 ans. Mais voilà, j'ai vraiment envie de parler de lui et des autres. Si je parle de ce monsieur, c'est que cet EHPAD a été créé par des jésuites il y a longtemps et qui donc ils ont tout un étage. Et ce monsieur qui vient de fêter ses 100 ans, il est très actif et il s'emploie à faire un dialogue entre toutes les religions. Il va partout, il n'arrête pas de faire des rencontres. Et il m'a tellement impressionnée. Je veux vous dire, je me suis sentie très vieille. En entendant cette fougue, cette vie. Et voilà. Et donc, c'était une rencontre à la fois comme les autres. Et en même temps, j'y tenais parce que je crois justement que la littérature, elle est faite pour ça. Pour aller dans les endroits où elle n'est pas prévue.
Et même si c'est génial de se retrouver là. Mais voilà, c'était un très beau moment. Et c'était un prix littéraire, peut-être pas comme les autres non plus. Oui, vraiment. Du coup. Merci beaucoup, merci Lola Lafont. Alors on va enchaîner avec du coup les questions, parce que donc c'est important aussi justement l'échange avec les lecteurs et lectrices, et on a un petit peu de temps pour ça et un micro, donc n'hésitez pas. Bonjour, merci beaucoup. J'arrive pas à formuler ma question, je sais même pas si c'est une question, mais sur quelque chose qui m'a frappé dans l'échange, c'est que vous aviez dit, je sais pas vos mots, mais vous avez dit que sur la question de enfin, j'ai peut-être pas bien compris. C'était pas la difficulté, mais de revenir sur cette difficulté par rapport à l'histoire, son histoire personnelle, l'histoire aussi qui se rejoint à la grande histoire. Quand aujourd'hui, c'est un sujet que vous abordiez pas forcément beaucoup alors peut-être que j'ai pas bien compris. C'était pas ça que vous vouliez dire, mais que c'était pas un sujet que vous abordiez très spontanément ou très facilement ou très souvent dans ce genre de rencontres. Pourtant, dans la première page, la citation de Parménide parle de ça, presque de ce devoir en fait d'aller de se tourner non pas vers notre passé mais vers nous-mêmes en fait, sans se dérouter. Et c'est constamment présent dans le texte. Et je me dis peut-être qu'un bon nombre de vos lecteurs, quelle que soit leur histoire juive ou autre, se retrouvent beaucoup dans cette... c'est pas un thème, mais dans ce fil de cette écriture. Excusez-moi, j'ai du mal. Non, mais du coup, je pense effectivement que, enfin, je sais pas si c'est une question, mais c'est une réflexion et je la trouve très intéressante. Effectivement, j'avais pas pensé, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose là de la difficulté à embrasser qui on est, enfin, en entier, avec tous les trucs compliqués. Ouais, piste intéressante. Mais c'est pour ça aussi, juste, je me reglisse dans que même si vous faites attention à ça et même si vous nous prévenez quelque part justement de la tentation de l'universel avec Anne Frank, malgré tout cette tendance, cette tentation, elle est un peu persistante parce qu'en fait, il faut pas faire de Anne Frank un symbole, mais en même temps, ce que vous dites d'elle, ce que vous dites de vous, ce que vous dites de l'écriture, ce que vous dites des absents, tout ça peut, sans être universel, parler effectivement à beaucoup de personnes, y compris de manière de les atteindre personnellement, je veux dire. Et c'est quoi alors? C'est cette même histoire de reflets. Ça veut dire qu'en fait tout ça suscite des reflets, mais ça veut pas dire pour autant que c'est universel. Oui, ça. Je pense que en fait, ce qui est génial, c'est qu'on sait jamais. Vous et moi, on lit pas les livres de la même façon, et que c'est génial. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on se réinvente quand on lit quelque chose, on se le réinvente à chaque fois. Et donc ça appartient à chacun et à chacune. Ça, c'est vraiment ce qu'on a lu, on en fait quelque chose. Ouais. Merci. Bonjour. Je suis venue de Toulouse pour vous écouter, Lola Lafont. C'est loin. Ouais, c'est loin, mais j'ai vu quelqu'un chanter. Je lis Lola Lafont. Je l'ai pas vue danser parce qu'elle était trop jeune, mais voilà, vous avez une voix quand vous dansez, quand vous écrivez, quand vous parlez. Alors merci beaucoup. Moi, je me disais, vous parliez d'un évitement. Vous tourniez autour, vous y alliez pas, et puis vous y êtes allé, et puis vous avez fait œuvre, comme Anna Frank. Et qu'est-ce qui se passe après, quand on a finalement arrêté d'éviter? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose dans la vie et dans ce qui va se passer après, ce qu'on attend de lire après? Est-ce que vous pensez que ça fait bouger des lignes et que du coup, une fois qu'on est peut-être, je sais pas, moins lâche ou qu'on a moins peur, ça bouscule des choses pour soi en tant que personne et en tant qu'artiste? Moi, je pense que chaque roman qu'on écrit modifie un petit peu. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui a un petit changement.
Parce que sinon, ça voudrait dire que j'écrirais totalement extérieur à moi-même, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Et puis les réactions des autres vous modifient parce que ce sont des rencontres qui les gens vous disent des choses, ça fait bouger. Ce qui va se passer après, pour le coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais oui, évidemment que ça me modifie. Mais je ne sais pas vous répondre parce que je m'interroge pas beaucoup. Enfin, je veux dire, sur moi-même. Peut-être qu'il faudrait que je m'interroge. Mais je ne sais pas ce que ça change. Bon, bonjour. Vos personnages sont très souvent des femmes, vos personnages principaux. Là, en entrant dans la salle, ce qui m'a frappé, c'est le nombre de femmes par rapport aux hommes. Je sais pas, est-ce qu'il y a un lien pour vous de cause à effet, mais est-ce que vous avez l'impression d'écrire plus pour les femmes ou voilà, comment vous expliquez ça? Merci. Je pense que j'écris depuis ma place parce que je peux pas en inventer d'autres. C'est-à-dire que même si je cherche vraiment par l'écriture à être autre aussi, mais j'écris quand même depuis cette place-là, depuis le début. Donc je crois que les femmes lisent plus, c'est ce qu'on dit en général. Mais je dois vous dire que c'est un de mes livres où j'ai rencontré le plus de lecteurs. Donc, bon, ils sont pas venus là, mais ils existent. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas. C'est peut-être. Je ne sais pas. Mais est-ce que j'ai l'impression d'écrire? Non, mais en fait, non. Je n'ai pas l'impression d'écrire pour qui que ce soit, parce que je pense que ça serait un peu le début de la fin. C'est-à-dire que si j'écrivais pour, ça veut dire que je renoncerais à surprendre totalement. C'est-à-dire que quand je me mets à écrire, il faut que j'oublie tout le monde. Depuis l'éditeur jusqu'aux gens qui m'entourent, parce que ça aussi, je dois oublier. C'est ça l'exercice aussi. Hein. C'est de faire vraiment, de redevenir tout à fait seule. Donc, je suis très heureuse de ce compagnonnage avec mes lectrices, très heureuse et très touchée. Et quand parfois je me dis mais ça sert à quoi en fait, je me dis non, ça sert. Je pense que ça sert un petit peu à quelque chose, mais je ne peux pas écrire pour. Voilà. Alors, vous dites que vous avez relu le livre d'Anne Frank après une longue période et que du coup votre point de vue il avait changé sur ce livre. Du coup, je me demandais, est-ce que vous pensez que ça change beaucoup de lire un livre quand on est plus jeune ou plus tard? Est-ce que vous pensez que les livres ils ont vocation à être relus? Oui. Alors ça, je peux répondre. Voilà, je peux vraiment répondre très frontalement. J'en suis sûre. Exemple, ça aussi, ça va pas être très glorieux que je vous dise ça, mais tant pis. Madame Bovary. Madame Bovary que j'ai lu, je pense au lycée. Quand j'ai lu au lycée, je dois vous avouer, c'était mortel. Enfin, je veux dire, je la comprenais pas. Je me disais, mais quelle... Je sais pas, mais pardon. Et puis à partir de l'âge de 40 ans, vous commencez à me dire, mais oui, mais je te comprends tellement, Emma. Et donc voilà, évidemment, l'angle était totalement différent, mais c'est parce qu'on lit avec le moment où on est et que heureusement les livres nous modifient, mais nous on modifie aussi les textes. Et c'est ça qui est génial. Moi, quand j'ai lu le journal, j'avais 11 ans, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai commencé à écrire mon journal tout de suite après. J'ai beaucoup aimé. Mais je ne me souviens pas de cette âpreté. Alors peut-être que j'ai pas lu les bons passages, je me souviens plus. Quand je l'ai relu là, enfin il y a un moment, il y a un an, quand je l'ai relu, j'ai été sidérée par sa maturité, son savoir-faire. Je ne pouvais pas le voir à 11 ans. Et heureusement que je ne pouvais pas le voir. Heureusement que ça change. Donc oui, relisez. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous dites du coup tout à l'heure que vous avez dit que vous réécrivez beaucoup vos romans, mais du coup, au vu du contexte particulier de celui-ci, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre en authenticité au fur et à mesure des réécritures, lorsque notamment vous parlez en fait de cette fameuse nuit, quoi. Est-ce que au fur et à mesure quand on réécrit, on n'a pas un peu ce problème de on va se raconter une histoire qu'on aimerait être vraie, quitte à perdre l'histoire première qui était là à l'origine?
Non, parce que comment vous dire, ça va être un peu brutal, mais l'authenticité d'un comédien, c'est un travail. C'est un vrai travail. C'est-à-dire quelqu'un qui monte sur scène et en qui vous croyez absolument. Quand vous voyez un film avec des acteurs qui vous bouleversent, c'est parce qu'ils ont répété. Et la répétition, le travail, ça c'est vraiment quelque chose dans la danse que j'ai absolument appris. Vous savez, j'avais un prof de danse très important dans ma vie qui m'a dit quelque chose. Un jour, je lui ai dit, mais moi je ressens rien du tout là dans. Il m'a dit, mais on s'en fout que toi tu ressentes quelque chose. Ce sont les spectateurs qui doivent ressentir quelque chose. Pour moi, l'écriture c'est pareil, c'est-à-dire que moi je travaille la forme pour que pour vous, elle vous parvienne la plus précise, exacte, authentique, tout ce que vous voulez possible. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson. Et donc, on vous retrouve tout de suite donc pour à l'espace signature juste à la sortie de l'auditorium. Merci beaucoup. Le festival Haut les Beaux Jours remercie Lola Lafont ainsi que Chloé Cambrelin qui a animé cet entretien. Merci à l'équipe du MUSEM qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques de l'autrice sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 8e édition du festival Haut les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam. Voix Benoît Pacteau. Un podcast produit par Des livres comme des idées.